Le printemps est à son apogée en ce joli mois de mai qui nous invite à la contemplation, mais aussi à retrousser nos manches parce qu'il y a du boulot au jardin. C'est peut-être aussi le moment de réfléchir à nos pratiques avec les épisodes de canicule qui pointent doucement leur nez. Enfin, pas tout à fait, il y a aussi la pluie, les inondations, le ruissellement des eaux. C'est toutes des questions qu'on va se poser dans ce numéro. Entrez, c'est ouvert! Allez, c'est parti, on s'y met au boulot. Parce que dans cette émission d'Entrée c'est ouvert, on a beaucoup de choses à vous partager. D'abord, on plonge dans le jardin envoûtant de Dominique où chaque coin recèle de surprises et d'inspiration. Ensuite, c'est François qui débarque avec ses astuces pour dire adieu aux limaces qui font des dégâts dans nos potagers. On abordera aussi la thématique de la gestion de l'eau au jardin. Georges nous ouvrira son potager pour nous livrer ses secrets pour une plantation réussie des choux. On écoutera Virginie sur comment accueillir les poules dans nos parterres. Et enfin, on partira en balade avec Pierrette pour comprendre l'importance des oiseaux et des chauves-souris dans nos jardins. Allez, c'est parti, direction Nassogne, on commence avec Dominique. Dominique, nous sommes ici au cœur de ton jardin qui est un vrai petit bijou. Il y a tellement de choses à observer, à découvrir, c'est absolument magnifique. Comment tu as développé cet espace au fil du temps ? Alors, au fil du temps, on a d'abord paré en urgence par rapport aux écoulements des eaux, des terrains, donc des pâtures et tout, pour éviter d'avoir de l'eau à la maison puisque le terrain est fort pentu. Tu veux dire des inondations, Ah quoi. Oui. Le ruissellement d'eau est vraiment catastrophique chez nous et tout dans la rue. Donc, et il fallait trouver une solution. Alors, la solution, c'était faire des massifs très très denses, avec une végétation très dense au sol, avec un enracinement superficiel, mais alors surtout qu'il ne soit pas structuré. Tu vois, qu'il ne soit pas comme les jardins, je veux dire, modernes, vraiment sinueux, où l'eau, quand elle arrive, elle est obligée de filer à gauche et à droite. Elle n'a pas un guide qui l'amène vers la maison. On a vite planté, d'abord des plantes d'horticulture, et puis alors, au fil du temps, qui était très rapide, on a eu des sauvages qui sont venus. Donc, d'un coup, on s'est rendu compte que ça allait nous amener des massifs très, très denses et du coup, nous faire des barrages. Et on s'est vite rendu compte, justement, de l'eau qui partait à gauche et à droite et ce qui restait dans les massifs restait, on avait beaucoup moins d'écoulement sur les côtés. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par le dessus. Et puis alors, j'avoue quand même que je me suis prise au jeu aussi, parce que quand j'ai vu que l'eau ruisselait à gauche et à droite et plus vers la maison, si on en fait un beau là, on en fait un là et c'est contagieux. Donc le secret, c'est effectivement de ne plus spécialement avoir une grande pelouse vide, mais plutôt de travailler par petits îlots de végétation avec des étages différents. Parce qu'il y a des arbres qui vont s'enraciner plus profondément dans le sol, il y a des plantes couvre-sol qui sont plus superficielles. Et donc tous ces petits îlots sont autant de freins finalement pour l'eau. Ah oui, tout à fait. Elle va pouvoir s'infiltrer. C'est vraiment ça la technique. Parce que bien souvent, on pense que les plantes sauvages, on dit les mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Les plantes sauvages, la plupart, je veux dire, ont des racines vraiment superficielles. Donc ça, c'est vraiment déjà un grand frein. Et ce que tu disais, les plantes plus hautes amènent de l'ombrage aux autres également. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi avec mon mari, comme je te l'ai dit, on a laissé aussi certains arbres pousser. Bon, c'est pas un choix de l'essence de l'arbre, mais c'est son utilité. Et alors quand il a un beau déploiement et tout, quand on voit l'ombre qu'il met au parterre, la fraîcheur des parterres, je le vois avec la roseraie, on a fait également comme ça pour avoir un parasol végétal, un érable qu'on a laissé pousser et qu'on a guidé les branches pour en faire un immense parasol. Donc en fait, tu utilises ce que propose la nature aussi pour t'adapter petit à petit à ces changements climatiques. Dans un sens, précipitation, mais aussi lutte contre les canicules et la sécheresse. En fait, oui, je m'adapte à elle et en fait, je suis attentif à ce qu'elle m'offre, à ce qu'elle me donne sous la main. Et finalement, quand tu vois différentes plantes sauvages qui sont là, qui sont toutes aussi belles, et que bien souvent on dit « Oh, c'est une mauvaise herbe ». Mais non, c'est pas une mauvaise herbe. Ça se marie très bien. Et ça se protège également. Donc finalement, on va chercher des plantes en horticulture et au final, après réflexion, ce sont les plantes sauvages qui quelque part préservent les plantes d'horticulture parce qu'elles gardent vraiment le terrain
je veux dire frais pour l'été, mais elles prennent le trop d'eau pour l'hiver. Il y a des plantes que je n'ai pas plantées, et même des plantes sauvages que je connais qui sont arrivées. Je me dis, c'est peut-être Dame Nature qui me récompense par rapport à tout ce qu'on fait pour les oiseaux. C'est aussi un jardin d'oiseaux également, parce que les oiseaux ont leur mangeoire, leur nichoir partout ils ont tout dans ce le jardin. faut à disposition. Oui. Alors ce qui est sympa, c'est qu'entre ces îlots, on sillonne avec ces petits chemins là que tu as créés, qui sont couverts d'un paillis. Alors ça c'est du mulch. En fait c'est un choix vraiment bien réfléchi. Le mulch, comme tu vois, ce sont des écorces broyées. Il n'y a pas seulement du sapin, il y a du hêtre également, mais ça n'a rien à voir avec les parterres. C'est juste pour pouvoir d'abord avoir un drainage et aussi ne pas avoir les pieds mouillés quand on vient dans le jardin. Un autre confort, c'est que tu vois, bien souvent les écorces ce sont des coques. Et ici on est avec des bottes ou des bottines, mais en été est avec des petites sandales ou quoi, c'est moins confortable. Ici c'est vraiment comme un tapis. Tu ne mets pas de bordure non plus de part et d'autre de tes chemins. Non, il y a une raison à ça. Oui, parce que les bordures guident l'eau. Donc ça, il faut absolument essayer de bannir. Je ne vais pas dire qu'on doit, mais il faut essayer de bannir. C'est logique. C'est un petit peu comme un toboggan, une bordure. Donc, et la preuve, regarde mon mariton et tout, malgré que les terrains sont gorgés d'eau, qu'on a eu beaucoup de pluie, le mulch, une fois qu'il est mouillé, il reste. Nous, on marche régulièrement et tout, mais ça reste, quoi. Donc, il faut juste de temps en temps, mais quand je dis de temps en temps, tous les 2 ans, remettre un petit apport, c'est tout. Et surtout, ne pas faire des parterres, tu vois, rectangulaires ou quoi. C'est vraiment, je veux dire, sinueux, massif. Rien n'est... Tu ne vois pas où se trouve votre parterre. Il faut vraiment avancer pour découvrir... Oui, et ça rend la balade agréable aussi, puisqu'on voit de petits recoins en petits recoins. Voilà, c'est ça. Et en parlant de découverte, ton jardin est ponctué de dessins, de sculptures. Voilà, tu as aussi une fibre artistique. Dominique, tu es dessinatrice de nature. Dessinatrice nature, et c'est une passion, je crois que c'est viscéral. C'est viscéral, mais alors du coup, maintenant, je ne sais, c'est autant les oiseaux que la nature. Et alors, voilà, du coup, évidemment, j'adore récupérer, donc j'ai des peintures sur palette. Et puis bon, je dessine également un carnet. Et tu vas bientôt sortir d'ailleurs un petit carnet de terrain. Oui, un carnet de balade. Balade au chant des oiseaux. C'est un petit rappel des oiseaux que nous avons chez nous, dans nos jardins. Et également les plantes sauvages comestibles, avec quelques petites recettes. Donc c'est le carnet qu'on peut prendre dans sa poche pour aller se promener, mettre des petites notes dedans, faire des découvertes, quoi. Donc j'avais envie de partager parce que voilà, c'est comme ça. On a tous ces trésors-là sous la main. Oui. On a tout sous la main pour créer des belles choses. Tout à fait. Et tout sous la main aussi pour justement accompagner ce changement de climat et adapter nos jardins en conséquence. Parce que toi, tu fonctionnes aussi avec ce qui vient, avec de la récup. C'est très inspirant. Merci beaucoup pour tous tes bons conseils. Et puis, bonne continuation dans toutes tes belles activités aussi artistiques. C'est gentil. Merci à vous autres. Eh bien, des jardins comme celui de Dominique, on veut en voir plus souvent. J'ai hâte de me plonger dans ces carnets. S'ils sont aussi inspirants que son jardin, on va en apprendre des choses. Et si on parlait potager à présent? Vous êtes nombreux à avoir commencé vos plantations, mais avec la pluie et l'humidité, les limaces font des ravages. Une solution pour les chasser de nos potagers? C'est le bon plan de François. Donc voilà, avec le retour de conditions plus propices, on retourne au jardin et on retourne notamment au potager. Donc ici où on a planté nos premières salades. Donc il faut savoir que les salades sont notamment fragiles par rapport aux prédateurs, comme les limaces qui peuvent dévorer les jeunes pousses en quelques instants. Donc malgré les solutions, je veux dire, qui attirent les auxiliaires comme les hérissons ou encore les carapes, on peut être envahi de limaces et cela nécessite un traitement adéquat au moment opportun pour se débarrasser de la population de limaces. Donc la solution que je vais vous présenter ici consiste à utiliser des nématodes. Donc des nématodes, ce sont des vers microscopiques qui vont naturellement lutter contre les limaces. Il faut savoir que les nématodes sont spécifiques de la limace, donc ils ne vont pas créer d'autres troubles, d'autres déséquilibres dans le jardin, mais le nématode a besoin de la limace pour accomplir son cycle de développement. Il va pénétrer dans la limace, la tuer et ainsi se multiplier pour éradiquer la population invasive de limaces. Donc ici, je suis en présence de nématodes qui sont présentés sur un support. Dans un premier temps, je vais diluer mes nématodes dans 10 litres d'eau. Il est important de bien mélanger et cette solution de 10 litres d'eau va me servir de solution mère. Donc comme il s'agit d'un paquet pour 40 mètres carrés, je vais maintenant appliquer à l'arrosoir et pour ce faire, je vais utiliser 2,5 litres de ma solution mère que je vais compléter avec 7,5 litres d'eau et j'aurai au total 10 litres que je vais pouvoir appliquer sur 10 mètres carrés. Je vais pouvoir réaliser cette manipulation 4 fois pour arriver à mes 40 mètres carrés de surface.
Donc j'ai maintenant mon premier arrosoir de 10 litres qui est prêt. Cette solution va me permettre de protéger 10 mètres carrés. Dans un premier temps, je vais protéger ici les salades dans la serre, mais aussi les autres légumes pour plusieurs semaines. Il est toutefois important de signaler que l'application peut se faire aussi peu de temps avant la récolte parce qu'il n'y a pas de délai avant récolte à respecter. Bonne nouvelle! Et promis, on viendra voir comment se portent ces salades dans quelques semaines. Des salades qui, pour se développer, ont besoin d'eau. Et oui, de l'eau qui vient parfois à manquer, les mois les plus chauds de l'année. Si on vous donnait quelques conseils pour une meilleure gestion de l'eau au jardin, hein? Enfin, quand je dis on, c'est plutôt Virginie qui va vous les donner. On l'a vu avec Dominique, nos jardins souffrent de plus en plus des effets du changement climatique. Cela nous invite à changer nos pratiques pour essayer de lutter du mieux qu'on peut contre ces épisodes de sécheresse ou de précipitations intenses. Je vous propose ici 3 gestes simples à mettre en place au jardin pour lutter contre les canicules. La première chose, c'est de récupérer l'eau de pluie. La deuxième, c'est de maintenir du mieux qu'on peut l'humidité dans le sol. Et enfin, de limiter les arrosages. La première chose à faire, c'est bien évidemment de récupérer l'eau de pluie. Alors il y a plusieurs dispositifs qui existent, comme ces tonneaux à pluie qu'on va raccorder aux gouttières. On peut aussi laisser des arrosoirs à différents endroits qui vont se remplir au gré des précipitations. On peut aussi enterrer des plus grandes citernes à eau de pluie. Il y a plein de choses à faire. Nous, on a mis différents tonneaux à certains endroits du jardin pour ne pas devoir faire des longs trajets avec des arrosoirs bien remplis. Alors ici, j'ai enlevé le couvercle, mais a priori, ces contenants doivent être bien refermés pour être à l'abri de la chaleur, du soleil et limiter la prolifération d'algues. Et puis ça évite aussi que des moustiques ne viennent se reproduire sur ces petits plants d'eau stagnante. La deuxième astuce, c'est de maintenir l'humidité dans le sol grâce au paillage. Alors l'idée, c'est de couvrir son sol avec de la matière organique, comme ce foin ici que j'ai entreposé suite au fauchage réalisé l'année passée au jardin. Voilà, donc ici, je vais pailler mes parterres de fraisiers. Alors l'avantage avec la technique du paillage, c'est que non seulement ça va permettre à l'eau de s'infiltrer plus facilement dans le sol, donc elle ne va pas ruisseler, elle va apporter tous ces éléments minéraux à la terre, mais ça va aussi protéger le sol du soleil, de la sécheresse, du vent, etc. En plus de ça, tous ces paillages vont nourrir le sol, c'est de la matière organique. On peut utiliser d'ailleurs des restes de tonte, vous pouvez utiliser de la paille, vous pouvez prendre des écorces, enfin bref, tout ce que vous trouvez à portée de main au jardin. Et alors il ne faut pas hésiter à mettre quand même une bonne couche de paillage, bien 10 cm, pour que ce soit vraiment efficace. Ça va permettre aussi d'éviter la prolifération des adventices dans vos parterres. Et c'est une technique qui peut s'utiliser tant au potager que dans vos plantations plus ornementales. C'est gratuit, c'est facile à mettre en place. Donc c'est vraiment une astuce qu'il faut absolument mettre en œuvre au jardin, surtout en période de grande sécheresse et de canicule. Et enfin, troisième pratique à mettre en place, c'est d'arroser de manière raisonnée. Un premier petit truc facile, c'est d'arroser très tôt le matin ou tard le soir, parce que ça va permettre à l'eau de s'infiltrer dans la terre avant qu'elle ne s'évapore. Deuxième chose, on arrose toujours le sol et non les feuilles des plantes qui risquent d'être brûlées par les rayons du soleil, c'est très important. Et enfin, eh bien, on va s'intéresser au type de plante. On ne va pas arroser une plante ornementale comme on arrose un arbuste par exemple. Et même au niveau des espèces de plantes, certaines d'entre elles s'adaptent plus facilement à la sécheresse que d'autres. Par exemple, la sauge ou la valériane officinale vont plus facilement endurer des épisodes sans eau. Et enfin, le type de sol va aussi déterminer l'arrosage, puisqu'un sol plus lourd, plus argileux, va garder l'eau plus longtemps. Donc là, les arrosages vont être moins fréquents mais plus longs. Tandis que dans un sol sableux, l'eau s'infiltre rapidement. Donc là, l'arrosage va être plus fréquent, mais de plus courte durée. On l'a déjà dit dans plusieurs émissions, mais bien connaître son sol, c'est aussi le secret d'un bon jardinier. Tiens, en parlant de bon jardinier, si on retrouvait Georges, tout comme François, il est dans sa serre, et il va nous expliquer en quelques mots les bons gestes à adopter pour planter ses choux. Nous voici dans la serre de Georges, notre jardinier de Nature et Progrès. Alors Georges, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour planter des choux. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Alors justement, comment fait-on Georges pour planter des choux? Pour commencer, voilà des choux qui sont moins repiqués. Ça, c'est des choux-fleurs d'été. Hein. Que tu as semé quand? Que j'ai semé au mois de mars. Oui. Donc ils sont prêts à être piqués. Et il est temps, parce que les racines vont commencer à sortir. Généralement, on les replante quand ils ont 4 à 6 vraies feuilles. Il est vraiment temps de le faire. Alors comment est-ce que tu plantes les choux? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Oui,
Il leur faut une terre riche pour commencer. Tu fais un trou profond? On peut le faire relativement profond. On en profite à ce moment-là pour mettre un peu de compost dans le fond. Un petit peu de terre, planter le chou au-dessus et couvrir de compost autour. Parce qu'il aime bien une terre riche comme ça. Il a bien tout ce qu'il lui faut pour bien profiter. La deuxième chose, de l'espace. On les plante à 60 cm de distance. Il faut une grande distance entre les choux. Mais il y a des trous entre les deux. Là, j'en profite. Je vais repiquer des céleris. Ah, je sais pourquoi, c'est pour éloigner la pierride. Exactement. La pierride n'aime pas l'odeur des céleris. Et puis, on peut manger les céleris aussi. Ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Et donc, c'est un petit papillon en fait, qui aime pondre dans les choux. Et toi, avec le céleri, tu travailles avec la culture associée pour faire fuir en fait l'insecte problématique. Exactement. Sans nuire à l'environnement. Donc, c'est plutôt une chouette approche. Il y a encore autre chose aussi. On peut semer de la bourrache pour la repiquer. La bourrache éloigne également la pyrrhide. La fleur est comestible, elle est très jolie, mellifère. Et alors, tu vas le récolter à quel moment, ce chou précoce? Ah ben, en septembre, octobre, là, je ferai des beaux choux-fleurs. Alors, une fois qu'on a planté nos choux, au niveau du suivi de la culture, il y a des choses à faire? Oui, on va biner entre eux, couvrir de compost, c'est toujours couvrir le sol. Mais ça, c'est valable pour tout, couvrir le sol, pour activer la vie microbienne et et puis le protéger. Protéger de la pluie et des rayons du soleil aussi. Là, on parle du chou-fleur, mais on peut planter tous les choux maintenant, les choux précoces en fait, c'est ça? Non, tous les choux, les choux ordinaires, les choux blancs, les choux rouges, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, voilà toute la variété, on a toute la gamme. Le tout, vous allez en jardinerie, parce que pour la semer un peu tard, vous allez en jardinerie, faire votre choix, et puis vous revenez, vous plantez. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, c'est clair, des choux toute l'année, avec les bons conseils de Georges, à vous de jouer. Oh, c'est si beau de vous voir les mains dans la terre. Et si on changeait de sujet? Si je vous parle d'un animal tendance, plutôt omnivore, qui consomme jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Vous pensez à qui? À la poule, bien sûr. Voici quelques conseils pour les accueillir au mieux dans vos jardins. Nous sommes de plus en plus nombreux à adopter des poules au jardin. En plus de nous offrir des œufs frais tous les jours, ces sympathiques gallinacées sont aussi de précieux alliés du jardinier. Voici quelques conseils pour les accueillir au mieux chez soi. La première chose à faire est d'aménager un espace adapté aux besoins de nos cocottes. Vous délimitez un morceau de pré enherbé avec une clôture et vous y plantez quelques arbres pour permettre aux poules de se mettre à l'ombre en cas de chaleur. Alors c'est important d'avoir une surface d'environ 10 mètres carrés par poule parce que ce sont des animaux qui ont besoin de se dégourdir les pattes et qui aiment bien aussi aller gratouiller l'herbe un peu partout. Pour ceux qui ont un petit jardin et qui auraient peur que les poules désherbent une partie qu'ils leur aient allouée, eh bien vous pouvez opter pour un poulailler mobile. Donc c'est une sorte de filet que vous allez bouger au fur et à mesure et donc ça va permettre à vos poules d'aller picorer un peu partout sur votre terrain sans l'endommager. La deuxième chose à mettre en place, c'est un abri évidemment, ce fameux poulailler dans lequel les poules iront pondre, mais où elles pourront aussi se protéger du froid, de l'humidité, de la chaleur et surtout des prédateurs une fois la nuit tombée. Très important dans un poulailler, il faut toujours prévoir un pondoir, un perchoir, un abreuvoir et une mangeoire. Pour sécuriser au mieux ce dispositif, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé une porte automatique qui va se fermer systématiquement chaque soir, une fois que les poules seront rentrées chez elles. Ça évite des attaques nocturnes par des renards ou des fouines par exemple. Alors attention, on habite à la campagne, donc ce genre d'incident fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est arrivé déjà que l'un ou l'autre goupil nous vole l'une de nos cocottes, mais voilà, on accepte cette situation puisqu'on n'est pas les seuls à vivre dans cet environnement et ces animaux ont aussi leur utilité dans la nature. Alors dernière chose importante avec le poulailler, c'est surtout de le nettoyer correctement. Un poulailler souillé, mal entretenu va favoriser le développement de parasites qui peuvent être préjudiciables pour les poules. On conseille en général d'enlever les fientes et la litière une fois par semaine. L'avantage avec les poules, c'est qu'elles sont omnivores. Elles mangent de tout, y compris les restes de nos repas, les épluchures des fruits, des légumes, etc. Ce qui permet d'alléger considérablement notre poubelle. Mais attention, ça ne suffit pas de leur donner nos déchets organiques. Il faut aussi compléter leur alimentation avec des graines pour qu'elles aient une nourriture complète, riche en oligo-éléments, en vitamines, etc. Et vous entendez, elle est plutôt d'accord avec moi. Je vous le disais en introduction, les poules sont aussi d'excellents alliés au jardin, puisqu'avec leur bec et leurs griffes, elles adorent gratter le sol, le scarifier, pour aller chercher les insectes, les larves, les petits vers, etc. Et donc, elles régulent aussi la population de toute cette microfaune au jardin. Alors au départ, nous, on les a laissées se balader dans le terrain, on trouvait ça plutôt sympathique, mais on s'est aussi rendu compte que comme elles mangeaient de tout, elles mangeaient aussi les libellules, les petites grenouilles, etc. Et donc, poules en liberté et biodiversité ne font pas toujours bon ménage. C'est pourquoi on leur a finalement installé un enclos assez grand pour qu'elles puissent se balader sans endommager non plus nos parterres, etc. qui se trouvent autour.
Alors les fientes des poules sont aussi un excellent engrais naturel et gratuit, très riche en azote, en potassium, etc. À doser avec parcimonie au jardin, parce que si vous en mettez trop sur votre terre ou dans votre compost, ça peut brûler les racines des plantes, donc renseignez-vous sur la quantité. Et puis, dernier détail et pas des moindres, avoir des poules au jardin, c'est plutôt sympa, ça amène de la vie, c'est très chouette d'aller chercher les œufs avec les enfants tous les jours. Pour vous donner une idée, on est une famille de 5 personnes, on a pris 4 poules qui nous pondent entre 3 et 6 œufs par jour, donc c'est quand même conséquent, ça permet de préparer pas mal d'omelettes, de brouillés, de falacoques, etc. Bon et toi Seb, tes œufs, tu les préfères comment ? Eh bien, les œufs bénédictines, bien sûr, un vrai régal, mais peut-être pas les plus faciles à cuisiner, ceci dit. On poursuit avec les animaux, mais on va parler des oiseaux et des chauves-souris, Virginie, puisque tu es partie à la rencontre de Pierrette de Natagora. Elle, ce qu'elle adore, c'est d'accueillir cette faune sauvage et vous allez voir, il y a toute une série de petits trucs et astuces pour favoriser cet accueil. Pierrette, tu es bénévole au sein de la cellule biodiversité dans le bâti chez Natagora. Oui. Tu nous fais le plaisir de nous accueillir chez toi, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors pourquoi on est chez toi ? Eh bien parce que tu as réalisé toute une série d'aménagements sur tes façades, tes toitures, etc. pour accueillir la faune sauvage. Tout à fait. Et en particulier les chauves-souris, les oiseaux, etc. Donc c'est super intéressant à voir. Oui. Comment tout ça s'est mis en place ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à aménager ces lieux d'accueil ? Et donc nous, on aime bien la nature et donc on avait envie, en marge d'avoir un jardin naturel, de pouvoir accueillir ces espèces-là au niveau de notre maison. Les oiseaux, les chauves-souris ont besoin d'un bâtiment et donc quand on a refait la toiture, on a effectivement décidé d'intégrer toutes sortes d'espaces pour leur offrir une opportunité, des trous dans les corniches qui étaient à la base destinés à accueillir des martinets qui aujourd'hui accueillent des moineaux. Voilà, c'est la spontanéité de la vie sauvage, ça. On a fait des accueils pour les chauves-souris aussi avec un accès à la lame d'air sous la couverture de toiture pour les espèces qui aiment bien ça, les pipistrelles, les sérotines. Et puis des gîtes plus grands qu'on a intégrés dans le grenier qui sont pour les espèces qui ont besoin de plus grand volume. On a mis des nichoirs pour les hirondelles aussi. Et donc voilà, ça vient compléter ce qu'on fait dans le jardin, c'est le pendant. D'accord. Du coup, vous avez dû collaborer aussi avec des entrepreneurs, des architectes, les sensibiliser aussi à cette question de l'accueil de la faune sauvage. Tout à fait. Donc les entrepreneurs, ils sont souvent de très bonne volonté. Le problème, c'est qu'il manque un petit peu d'expérience et de comment est-ce qu'on doit mettre ça en place de manière concrète. Donc voilà, on essaye de travailler dans l'accompagnement et la définition de prescriptions techniques aussi pour que ce soit plus facile à mettre en place. C'est ça, c'est toute une série de métiers qu'il faut sensibiliser et appréhender finalement le bâti autrement. Alors Pierrette, c'est important de pouvoir créer ces espaces parce qu'aujourd'hui, on a des maisons qui sont totalement hermétiques. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Donc avant, l'architecture permettait à toute une série d'espèces de trouver des gîtes dans les murs, sous les corniches, dans les toitures. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers des bâtis qui sont 100% occupés, avec un volume complet, y compris sous toiture. On est sur des enveloppes qui sont beaucoup plus hermétiques, beaucoup plus isolées aussi, ce qui est tout à fait louable évidemment, mais le corollaire de ça, c'est que ça empêche la plupart des espèces d'accéder au bâti. Or, c'est pas du tout incompatible. En fait, la question, c'est juste de réapprendre à comment intégrer des volumes qui sont accessibles aux espèces dans cette nouvelle manière d'habiter. Alors, il y a aussi beaucoup de croyances autour de la présence de ces espèces, des gens qui craignent d'avoir des chauves-souris chez eux, ou des oiseaux qui peuvent salir, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes qui ont quelques réserves? C'est souvent plus des peurs que des réalités, en fait. Et donc, une fois qu'on apprend à connaître ces espèces, on se rend compte qu'elles sont, en fait, finalement, de la vie dans la maison, comme on peut avoir de la vie dans le jardin. Voilà, elles contribuent à un équilibre naturel global. Donc, c'est des espèces qui sont... Voilà. Et alors, il y a parfois des inconvénients dans certaines situations, mais il y a souvent moyen de contourner ces inconvénients. Trouver un mode de cohabitation, en fait, c'est juste ça le mot d'ordre dans ce genre de contexte. Et dans votre cellule biodiversité dans le bâti, vous proposez d'ailleurs toutes sortes de pistes pour cohabiter avec ces espèces, pour les accueillir. Il y a un site internet qui existe vers lequel on peut se tourner justement pour les personnes qui voudraient à leur tour mettre en place des choses. Tout à fait. Donc sur le site du réseau Nature, on trouve un volet bâti et on est en train effectivement de construire un site internet encore plus étoffé avec plein de fiches pour expliquer ce qu'on peut faire dans des cas de nouvelles constructions, dans des cas de rénovation, au niveau des toitures, au niveau des façades, au niveau des bardages. Donc il y a toute une palette d'actions qui sont envisageables. Un grand merci Pierrette pour tous ces exemples inspirants. C'était chouette aussi de pouvoir voir concrètement à quoi ressemblent ces aménagements. Mais comme quoi, accueillir la biodiversité chez soi, ça ne se résume pas à nos jardins. Il y a aussi plein de choses à faire dans nos maisons, dans nos toitures, dans nos greniers. N'hésitez pas à vous renseigner et surtout à passer à l'action.
Ah ça oui, l'action, c'est le plus important au jardin. Virginie et tous ses invités vous ont d'ailleurs proposé plein de trucs et astuces à mettre en pratique, alors sortez de chez vous, testez, transformez, accueillez, nourrissez. Faites de votre jardin votre petit coin de paradis, dans lequel vous laissez bien sûr de la place à notre belle nature. D'ailleurs, envoyez-nous un peu vos photos de vos travaux d'extérieur via la page Facebook de l'émission. Et puis on en discute, et puis surtout, on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures au jardin. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner une boîte de DCM Phasmigard, une solution idéale et naturelle pour lutter contre la surpopulation de limaces. Ce produit contient des nématodes, des vers microscopiques qui tuent les limaces. C'est un moyen très efficace et respectueux de l'environnement qui vous permettra de diminuer le nombre de limaces envahissantes dans votre serre et votre potager. Les résultats sont déjà visibles après 5 jours. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quels légumes Georges fait-il pousser à côté de ses choux pour lutter contre la pierride? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!